Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai rien fait, c'est parce que j'ai été légèrement démotivé suite à une énorme perte de données. La quasi-intégralité de ce sur quoi je travaillais a été perdue. J'ai récupéré une partie de mon travail, ce qui m'évite de tout recommencer. Mais bon, donc on en était arrivé là, hein. Donc la suite, une fois qu'on a fait la LU, on arrive au chapitre 3, la logique séquentielle. Qui dit séquence, dit temps en fait, parce qu'une séquence c'est une série d'actions effectuées dans le temps. Alors comment on mesure le temps en électronique numérique? Eh ben, tout simplement, on a une horloge, puis comme on est dans le domaine de la logique numérique, on a un niveau haut et un niveau bas, quoi, avec quoi on peut travailler. Donc le temps va être mesuré par une horloge qui va d'un niveau haut à un niveau bas, en permanence. Quel est l'intérêt d'avoir de la logique et du temps en même temps? C'est que la logique, la partie logique va se souvenir de quelque chose. Elle va travailler dans le temps. Donc il y a un moment, elle va se souvenir de quelque chose. Ça veut dire qu'on a introduit le concept de mémoire. Je vous laisse le plaisir de lire tout ça, mais je vous fais un petit récapitulatif. Donc, il nous parle de l'horloge, ce que je viens de vous expliquer. Donc, eux, ils parlent de tic et de toc. Le toc, c'est le niveau bas et le tic, c'est le niveau haut. Et puis, en électronique numérique, les niveaux logiques, moi, j'utilise essentiellement du 0 et du 5 volts. Mais suivant vos besoins, et les composants que vous utilisez, vous pouvez avoir des valeurs complètement différentes, du moins 5 et du 0 par exemple. Ou alors du moins 5 et du plus 5, du moins 12 et du plus 12, du 0 et du 3,3 volts. Ça va dépendre de votre application, de vos composants. Donc maintenant on voit un truc qui s'appelle un flip-flop. Un flip-flop est une bascule. On a une entrée, une sortie et un cycle d'horloge. Une entrée d'horloge. Nous, ce qu'on a besoin, dans un premier temps, hein, sont des registres pour faire de la mémoire. Un registre, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui arrive à stocker dans le temps un bit d'information. Donc pour que le truc, il se souvienne de ce qu'il a fait, ça c'est le data flip-flop, la bascule dans sa plus simple expression. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle se souvienne. Donc on a mis une information, elle sort et on veut qu'elle se souvienne du résultat. Donc intuitivement, on va faire ça. On va connecter la sortie à l'entrée. Sauf que si l'entrée est reliée à la sortie et qu'on n'a aucun moyen de différencier quelle information arrive en priorité, on va avoir un problème. On va jamais savoir de manière certaine quelle va être l'information qui va être en sortie et du coup de quelle manière ça va influencer l'entrée. Et du coup il faut pouvoir sélectionner à un moment donné qu'est-ce qu'on met dedans. La manière de faire c'est d'ajouter un multiplexeur. Et donc une fois qu'on a le multiplexeur qui dit quelle entrée on prend, ça va permettre à ce que notre bascule ici se souvienne. Le principe de fonctionnement, c'est on a une information qui arrive ici. Le multiplexeur a son état normal est câblé de manière à ce que ce qui sort du multiplexeur est l'information qu'il y avait en sortie ici. Donc c'est toujours la sortie de la bascule qui est mise en circulation comme ça, en boucle fermée. C'est uniquement quand on veut l'information, quand on veut changer l'information qui est contenue dans la mémoire, qu'on va dire tiens, tu prends l'entrée ici. Et puis le petit triangle en dessous, vous allez me dire depuis le début, mais où est-ce qu'il est ton cycle d'horloge? Eh ben en fait, c'est le petit triangle qui est marqué en dessous là. Je sais pas si ça se voit bien. C'est le petit triangle en dessous. Donc ça, faut faire attention à ça. Parce que quand on se fait avoir au début, on comprend pas. Mais pourquoi ça marche pas? C'est parce que en fait, ta sortie doit être tu dois faire ta boucle de souvenirs. Si vous arrêtez de faire travailler vos souvenirs, vous les oubliez. C'est pour ça que Pythagore, personne s'en souvient. C'est parce qu'il l'utilise pas. Donc tu casses la boucle de souvenirs. Il y a quoi qui rentre? Les nouvelles informations. L'état normal du multiplexeur pour qu'il soit constamment en train de se souvenir de ce qu'il est en train de faire. L'état repos, c'est la sortie, retourne dedans. Donc ça nous fait un registre à 1 bit. C'est pas des plus intéressants. Souvenez-vous, notre processeur, c'est un 16 bits. Donc il faut 16 petites mémoires alignées comme ça pour faire un registre de 16 bits.
Je vous colle ça là parce que c'est de la petite trivia, c'est de la culture générale électronique et informatique. Un octet, c'est 8 bits. Donc quand on travaille avec des registres de 16 bits, est-ce qu'on travaille avec des octets? Eh ben non, on travaille pas avec des octets. C'est de manière plus générale, on travaille avec ce qu'on appelle des mots binaires. En anglais, c'est Word. Et l'intérêt de travailler avec des Word, la longueur binaire de ton mot est ce que tu veux. C'est pas comme l'octet, où l'octet est vraiment, c'est 8 bits et tu fermes ta gueule. L'intérêt de travailler avec des mots binaires, c'est que tu dis la longueur que tu veux. Nous, on va travailler avec des mots binaires de 16 bits. Et donc, c'est pour ça que je parlerai jamais d'octet dans ce projet. Ou alors à de très rares exceptions. Nous, dans notre processeur, vu que comme je vous ai dit, j'ai perdu des données. Moi, j'étais arrivé jusqu'à chapitre 7. Je commençais à travailler sur le chapitre 7 quand même. Donc j'avais fabriqué, j'ai fait les projets qu'il y avait dedans, donc c'est-à-dire faire des registres 16 bits pour le processeur, les composants qui vont servir à faire la mémoire centrale, que je retrouve. Donc le programme counter, qu'on verra dans la prochaine vidéo. La vidéo, je vais juste vous montrer comment on fait un registre, comment ça fonctionne, faire un registre 16 bits et ensuite faire des assemblages de registres pour faire les premiers éléments de RAM jusqu'au RAM 64. Et c'est tout, parce qu'après, une fois qu'on a fait le RAM 8 et le RAM 64, ce sont juste des assemblages en fait qui sont tout le temps les mêmes, du début à la fin. On va faire RAM 8, RAM 64, RAM 512, RAM 4K et RAM 16K. Donc 16 000 mots. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas KO. Parce qu'on va faire 16 000 mots de 16 bits. Ça ferait 32 kilooctets. Enfin bon. C'est un espace d'adressage de 16 000 mots. Et vous verrez que si vous lisez de la documentation technique, donc les datasheets des microcontrôleurs, on vous parle de mots bien plus souvent que d'octets. Ouais, j'en étais au fait que au chapitre 4, on étudie le langage machine, donc le binaire et l'assembleur. Un petit exemple ici. Vous pouvez faire pause pour regarder. J'essaye de vous mettre ça un petit peu plus net, voilà, pour regarder à quoi ça ressemble. Là, on voit qu'on va avoir on apprend aussi dans ce chapitre qu'on a deux types d'instructions. Les instructions pour aller chercher en mémoire les données qu'on a besoin et les instructions de travail. Ils appellent ça C-instructions, c'est Computation Instruction. Ce sont les instructions de calcul. Hein. C, calcul, computing. Bon, c'est en fait traitement. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Mais en mémotechnique, c'est calcul, ça marche aussi. Dans ce chapitre-là, en fait, on va juste écrire les programmes. Il me semble que c'est pas dans le chapitre 4 qu'on va écrire. Ouais, c'est ça. C'est pas dans ce chapitre-là où on va écrire l'assembleur. On va écrire en assembleur, et peut-être un peu en binaire, mais c'est tout. Ensuite, ici, on va finaliser l'ordinateur, en fait. On va terminer. Donc là, c'est l'architecture basique d'un ordinateur sur une conception de von Neumann. Il y a aussi Harvard, il me semble, pour notre application, là, pour notre projet, on s'en fout de la différence entre les deux, en fait. Et donc, on va finaliser la fabrication du processeur, hein, CPU. Voilà, ça donne ce composant-là. On a le schéma pour nous aider, parce que si on n'a jamais fait... Donc voilà, le schéma qui va nous servir à faire nos processeurs. En tout cas, de faire le HDL de ça. Ensuite, on va avoir le HDL pour l'ordinateur à faire, il me semble. J'ai un vague souvenir de ça. Et après, on pourra mettre des programmes de test dans le simulateur et la machine virtuelle.
Et au chapitre 6, nous allons créer un assembleur. On a la spécification du langage. Je vais prendre les deux mots anglais. Je suis désolé parce qu'en France, c'est assembleur et assembleur. L'assembleur pour le langage et l'assembleur pour le logiciel qui permet de transformer notre programme écrit en assembleur en langage binaire. Enfin, en fichier binaire exécutable. Quand je vais dire assembleur, c'est le logiciel. Et quand je vais dire assembly, c'est le langage. Donc là, on va construire l'assembleur. Ça, je l'ai fait en ligne de commande. Je pense qu'on va plutôt faire ça avec une interface graphique, donc avec une bibliothèque graphique. Ça serait intéressant, hein, parce que je vais pas refaire deux fois le même projet. C'est pas intéressant pour moi, c'est pas intéressant pour vous. Et vous, ce qui vous intéresse quand vous voulez apprendre à programmer, c'est aussi faire des interfaces graphiques. Hein, parce que une fois qu'on a une interface graphique, bizarrement, faire un jeu vidéo derrière, c'est pas beaucoup plus compliqué, c'est même presque plus simple. Parce qu'il y a tout un tas de concepts de jeux vidéo qu'on apprend à manipuler avec un programme qui a une interface graphique. Et donc, on fait un assembleur qui va prendre notre assembly pour en faire du langage binaire. Donc, on va pouvoir comparer au programme qui est fourni sur le site, voir si ce qu'on fait ça fonctionne, et donc il y aura on jouera un espèce de simili casse-briques sans casser des briques pour tester tout ça. Et moi j'en étais arrivé à la fabrication de la machine virtuelle qui est une sorte d'émulateur mais en mieux. Donc j'en étais arrivé là, jusqu'à ce que je flingue moi-même le disque dur qui contenait toutes ces données. Ouais, 6 mois de travail, hein, mine de rien. Et puis d'autres projets, non, en fait c'est des années de travail que j'ai perdu. Donc après il y a un chapitre 8 pour aller plus loin encore. Et ça va poser les bases de notre travail pour un système d'exploitation. Parce qu'une fois qu'on a passé tout ça, le chapitre 9, c'est la création d'un langage de haut niveau. Donc un truc genre C, C++. Donc on va créer un compilateur avec un langage en fait. Une fois qu'on aura fait ça, ça sera plus simple pour faire un système d'exploitation. Où est-ce qu'on... Donc ouais, le compilateur, ça va être du gros taf, hein, mine de rien. Voilà, chapitre 12, système d'exploitation. Tout ça, ça va nous amener à la création d'un système d'exploitation. Voilà. C'est le but de cette série de vidéos, c'est d'aller au bout, d'apprendre un petit peu d'électronique en même temps. D'ailleurs, je vous ai fait le prototype. C'est cette partie-là. Hein. Ça, c'est un prototype que je veux pas déconstruire parce que c'est des composants que je vais avoir du mal à retrouver. Un assemblage qui est chiant à faire. Voilà. Donc, cette partie-là, c'est un registre 1 bit. Hein. Donc, on a notre entrée, notre sélecteur pour le multiplexeur. Notre multiplexeur, il est là. La bascule. J'ai du mal. Hein. La bascule, elle est là. Là, c'est notre sortie. Et c'est câblé pour que la sortie ici retourne dans le multiplexeur. Et je n'ai pas câblé l'horloge. Pourquoi j'ai pas câblé l'horloge et que je l'ai laissée flottante? Parce que comme ça, l'état de la broche d'horloge sera aléatoire. Ça va monter, descendre, monter, descendre. Ça m'évite de mettre de l'électronique en plus pour avoir une horloge. Ça m'évite de mettre un bouton en plus parce que vous voyez que j'ai plus beaucoup de place. Donc le machin, ça fonctionne. C'est tout ce que je lui demande pour faire la démonstration. Quand on y arrivera, voilà. Donc maintenant, on reprend notre vidéo. Oui, donc je vais quand même vous faire un schéma après. Toute la leçon vous explique comment on fait. Et donc maintenant, je vais vous montrer directement le code. Parce que le code, j'ai réussi à le récupérer. Je l'avais sauvegardé ailleurs. Donc, je vais pas réécrire le code, je vais juste vous le montrer. Comme sur le schéma qu'on a vu juste avant, ici, voilà, on a notre boucle de mémoire. C'est pour ça que j'ai mis A sur boucle. Juste au-dessus, il y a quelque chose qui est mis en commentaire, c'est parce que j'avais mal câblé le bordel. Et si vous regardez un petit peu, c'est parce que j'avais inversé les entrées A et B pour faire ma boucle. Donc ensuite, on a notre entrée
sur la deuxième entrée, notre entrée d'information sur l'entrée B du multiplexeur, la broche de sélection qui est sur notre signal LOD, et la sortie va vers Outmux. Outmux va dans l'unique entrée de la bascule. En sortie, on raccorde la sortie sur la boucle, et je raccorde aussi la sortie à la sortie, tout simplement. Et ça nous fait notre registre à bits. Donc là, on va prendre le démonstrateur A et on va prendre notre bit. Voilà, donc on peut vérifier, hein, c'est bien avec la boucle et le outmux, tout ça, tout ça. Donc ensuite, le truc de test. C'est pas des plus intéressants, hein. Y a peu de choses qui se passent, mais pour le moment on se fait pas engueuler, donc c'est que ça marche. Voilà, donc ça s'est bien passé, hein, comme vous pouvez le voir. On va passer au registre. C'est tout con comme construction. On prend 16 registres et puis on les aligne, quoi, tout simplement. Donc je peux vous montrer à nouveau register. Et donc vous pouvez constater que c'est bien la même chose, hein. C'est le même fichier. Maintenant on va chercher, hop, registre, et puis là on va le faire en accéléré. Donc c'est pour ça que je vous fais juste le registre et ensuite les composants RAM 8 et RAM 64, parce qu'après vous allez voir, toutes les conceptions sont identiques, c'est super long à tester, c'est chiant. Ah, je vous assure, les tests étaient pas drôles, hein, quand moi je les faisais et qu'il fallait que je comprenne pourquoi j'avais fait des conneries. Et je vous expliquerai au passage du RAM 64. Et donc maintenant, on va rentrer sur un assemblage de registres pour faire un bloc mémoire. Donc ça, c'est préparé. Par contre, il faut que je vous fasse un schéma pour que vous compreniez comment ça marche. Ou comment j'ai réfléchi, en fait. Le RAM 8. Voilà. Donc là, on voit la conception d'un bloc de RAM. C'est-à-dire qu'on a nos registres, on va avoir nos 8 registres. On a un bus de données d'entrée, hop, qui arrive là-dedans. On a un bus d'adresse, donc ça c'est nos données qui rentrent, notre bus de données qui rentre, qui sort, nos registres, et une dernière entrée pour l'adresse du registre qu'on va mettre là-dedans. Notre première cellule va avoir 8 registres. Comment on compte jusqu'à 8? Eh ben, on compte avec 3 bits jusqu'à 8. C'est pour ça qu'on a 3 et qu'on va avoir un bus de 3 bits ici. Alors, maintenant, je vais vous faire un petit schéma pour que vous puissiez comprendre un peu mieux visuellement comment j'ai réfléchi. Donc, on a nos 8 registres. Ils sont tous reliés entre eux sur l'entrée. Donc on va avoir en bleu un multiplexeur pour sélectionner. Donc ça c'est notre in en 16 bits. Donc on va ensuite avoir un multiplexeur qui va être connecté sur la broche LOD de chacun des registres. Donc ça va. Hop. On a aussi ici c'est LOD pour dire qu'on va charger quelque chose en mémoire. Ici c'est notre fameux bus d'adresse. Et maintenant on a la sortie. Ça va se présenter comme ça. Donc toutes nos sorties ici, ce sont des sorties 16, sont des registres de 16 bits. Hein. Donc, ils sont tous 16. Donc il nous faut
Ça, c'est un démultiplexeur. Demux 8. Et donc en rouge, nous avons un mux qui est connecté à notre out 16. Mais lui, il faut qu'il soit aussi connecté à notre adresse, parce que sinon, c'est lequel qui sort. Donc quand on a sélectionné, admettons, ce registre-là avec celui-là pour le charger, bah, il faut qu'en sortie, ce soit le même qui soit... Donc ici, on va avoir notre bus de 3 adresse connectée aussi. Et donc, bien évidemment, on a aussi un signal d'horloge qui traîne quelque part. Hop. Voilà. Et c'est comme ça que on va faire notre première cellule de 8. Puis après, on va en prendre 8 comme ça. On va reprendre ça et puis on va élargir le bus d'adresse. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va partir d'un gros bus d'adresse. Puis on va le découper en petits morceaux pour le répartir sur les différents démux au fur et à mesure. Et ça va descendre comme ça en cascade en fait. C'est ça le principe de la RAM. C'est pour ça qu'une fois qu'on a fait le 8 et le 64, j'ai pas besoin de vous montrer le reste. Ils sont tous identiques. Je vais vous montrer le 64 pour une particularité qui sera utile et qui aurait été utile plus tôt pour la conception de l'ALU. Mais bon, c'est pas très grave. Et ça sera utile pour la conception du CPU. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va passer à la simulation. Et donc maintenant... Bon, si vous voulez, vous pouvez aller vous faire un café, hein, le temps que ça se fasse. Moi, c'est ce que je vais faire. Hein. Ah, il y a de temps en temps, voilà, que tu pars prendre un café et puis ça s'arrête. Oh, comment cela se fait-il? Parce que ça, je l'avais testé, ça fonctionnait. Hein. À la ligne 58. Hmm. Ah bah voilà, là je fais la simulation comme ça, pouf, ça se passe bien. On la refait un coup. Bon bah voilà, je sais que ça marchait, d'accord? Je sais que je comprenais le bazar et tout, donc c'est normal que ça aille. Il y a de temps en temps le machin il déconne. Bah écoutez. Hein. Donc bah maintenant on va passer à la démonstration physique. Enfin je vais vous montrer d'abord que en fait le RAM 64 c'est pareil que le RAM 8, c'est juste que il y a quelques petites subtilités en plus. Voilà. Vous voyez une différence dans la conception? Moi j'en vois pas perso. Hein. Par contre, on voit clairement que on a une distinction. Hein, c'est pour ça et on va avoir la même chose en fait quand on passe au RAM 16K. Alors ce qui se passe, je vais vous faire un petit schéma. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai fait une erreur d'inattention. Et ça a marché jusqu'à un moment où en fait, il y a un des tests qui a été ajouté parce que les étudiants du mec qui a fait le bouquin, il y en a quelques-uns qui ont fait la même connerie que moi. Donc ça veut dire que notre cerveau il marche pas bien en fait. Là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment quand on a notre bus d'adresse qui là passe à 14. On a 14 bits d'adresse. Ce qui veut dire qu'il va de 0 à 13. On a
un Dimux ici. Non, je l'ai pas mis dans le bon sens. On a notre Dimux qui arrive comme ça, avec notre fameux load ici. Alors ici, on va avoir... On n'a que 4, hein, parce qu'on fait un RAM 16 à partir de 4 RAM 4. RAM 4. On va juste en prendre 2. Ensuite, on a notre bus qui se sépare, qui va dans un autre Dimux. Et ici, il me semble qu'on en a 4. Ouais, c'est ça. Et puis de ce bus-là, on va en reprendre pour aller dans un autre Dimux. Là, on en a à nouveau 4. Et si vous voulez, ici, on va utiliser les bits 13 et 12. Ici, les bits 11 à 9, 8. 11 à 8. Ici, 7 à 4. Et le dernier, ça sera de 3 à 0. Et moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais inversé l'ordre. Alors, ça fonctionne jusqu'à ce qu'on commence à faire des opérations mathématiques sur les adresses. Et là, on commence à avoir des soucis. Donc, vous voyez un peu le délire. Il faut bien organiser ces multiplexeurs, enfin ces démultiplexeurs. Donc, basiquement, on a... donc, si je fais mes 14... 14 000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y en a 2 comme ça qui vont dans un des mux. Il y a ces 4 là qui vont dans un autre. Et ainsi de suite. Vous voyez le délire? C'est un peu mieux compréhensible comme ça. C'est un peu compliqué, parce que la possibilité de découper les bus comme ça pour les affecter, comment dire, c'est mentionné brièvement 2 fois dans le bouquin. Une fois à la fin et une fois au tout début. Donc c'est pour ça, la première fois, j'étais là, mais comment je fais? Comment je fais? Et donc maintenant, on va passer à la démonstration. On prend notre prototype. Hein, je vous rappelle, c'est le registre 1 bit. Donc notre entrée in, c'est mon petit bouton ici avec la LED verte. Mon bouton load pour choisir si je charge, si je prends pour mettre dans ma bascule qui se trouve ici à travers le multiplexeur ici. Si le multiplexeur il prend l'entrée input ou si on va chercher la sortie ici. C'est la sortie, elle est câblée en violet sur ce petit fil là et elle revient dans le multiplexeur ici. Ça, c'est juste le fil pour dire tu charges l'input dans la bascule. Là, il se passe rien. Si maintenant je maintiens mon entrée là, hein, ici c'est mon horloge, hein, je la laisse flottante pour que l'entrée ici soit aléatoire, pour pas avoir à câbler une horloge en fait. J'ai fait une petite impulsion pour, hop, tu mets l'input dedans. Si maintenant je relâche ça devrait être en circuit fermé et continuer à fonctionner. Et notre sortie, elle devrait toujours être à 1 ici. Et c'est exactement ce qui se passe. Si maintenant je mets à 0 et que j'appuie là, ici ça devrait s'éteindre parce que je charge le 0 dans la bascule. Et c'est exactement ce qui se passe. Voilà. Donc maintenant, ce qui me reste à faire, c'est quelques registres 16 bits comme ça pour le CPU, parce que je vais en avoir besoin. Puis il va falloir que je me décide à libérer ce bon vieux prototype. Parce que sinon ça va pas être possible les gars. Donc déjà ça, mon additionneur ici, va falloir que je le rétrécisse sur une carte de prototypage. Alors je pourrais acheter une puce additionneur, mais c'est moins drôle que si c'est moi qui câble mon additionneur et tout. Je vais faire mes propres registres 16 bits parce que il n'y a pas de registre 8 bits à... Enfin, il n'y a pas de registre préfet, il n'y a que des bouts de RAM. Et ça m'intéresse pas. Je vais avoir besoin de quelques registres 1 bit comme ça aussi parce que la conception du processeur le nécessite. Donc il va falloir que je commande. Donc je pense que je vais passer un peu de temps sur de la soudure. Je pense que je vais faire ça en stream pendant le week-end. Donc des streams de soudure pour mettre mes prototypes sur plaquettes.
Et puis voilà. Donc bah, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça n'a pas été trop long, trop chiant, et que vous avez appris quelque chose. À bientôt, à une prochaine. Bye bye. À bientôt, à une prochaine. Bye bye.